Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 20 août 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 241 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le gouvernement ne peut pas juste arriver puis limiter le prix des produits et des services qu'on consomme pour être capable de contrer l'inflation. C'est plusieurs fois dans l'histoire, on a essayé de mettre en place des politiques de contrôle de prix et à chaque fois, les inefficiences économiques ont mené à des pénuries de biens de consommation. Et je vous parle de ça parce que récemment, on a entendu parler de politique de prix du côté de la candidate démocrate Kamala Harris. Donc, je vais élaborer là-dessus un peu plus tard. Et dans la seconde partie de l'épisode, je vais vous parler de l'abordabilité des maisons pour les premiers acheteurs au Canada. Donc, encore une fois, un autre problème que le gouvernement ne peut pas arriver et mettre en place des politiques pour régler ce problème-là. Donc, pour commencer, je vais vous parler du plan économique de Kamala Harris, qui est la candidate du côté du Parti démocrate pour la présidence aux États-Unis. Donc, dans un récent discours, elle annonce que, dans le fond, si elle est élue présidente des États-Unis, elle prévoit interdire les prix abusifs de la part des épiceries et des fournisseurs de produits alimentaires. Et le sous-entendu ici, c'est que, dans le fond, elle planifie mettre en place une politique de contrôle de prix dans l'industrie de l'alimentation. Et je tiens tout de suite à préciser que l'objectif de l'épisode, c'est pas de rabaisser un parti politique ou de dire que tel candidat est mieux que l'autre. T'sais, le but de l'épisode, c'est vraiment d'expliquer pourquoi l'État, donc le gouvernement, ne peut pas limiter les prix pour contrer l'inflation. T'sais, aux États-Unis, c'est pas la première fois qu'on parle d'une politique de contrôle des prix par le gouvernement. T'sais, en fait, la dernière fois que c'est arrivé, c'était avec le président Nixon au début des années 1970. Et à court terme, ce type de mesure-là, effectivement, ça peut amener une certaine stabilité des prix et ça arrête, dans le fond, la hausse de l'inflation. Par contre, la conséquence de ces mesures-là, qui se rapproche quand même du communisme, ben ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça crée systématiquement des problèmes de pénurie, ça crée du rationnement au sein de la population et ça crée également des marchés noirs là où on va pas suivre en fait les régulations au niveau du contrôle des prix. Il faut comprendre que si le gouvernement il fixe un prix maximum pour un bien, un produit, et que ce prix maximum-là fait en sorte que les producteurs ne génèrent plus de profit en produisant ce bien-là, ou pire encore, qui subissent des pertes, ben ça enlève l'incitatif à produire tel ou tel produit. Donc, à ce moment-là, évidemment, la production diminue, et c'est ça qui peut créer une pénurie du bien en question. Et en plus, de l'autre côté, si le prix d'un bien est fixé en dessous du niveau de prix qu'il serait normalement dans un libre marché qui est dicté par l'offre et la demande, ben nécessairement, ça rend les biens plus accessibles pour les acheteurs du point de vue du prix. Mais ça va provoquer une augmentation de la demande. Par contre, il y a une problématique parce que du côté de l'offre est réduite du côté des producteurs en même temps qu'il y a plus d'acheteurs pour un bien. Donc, vous voyez un peu que ce mélange-là, c'est ça qui contribue à créer un phénomène de pénurie. Et par exemple, en 1971, le président Nixon aux États-Unis avait imposé des prix maximaux pour l'essence. Encore une fois, c'était dans le but de protéger les consommateurs contre l'inflation, donc la hausse des prix. Sauf que, en réaction aux prix contrôlés, qui ne reflétaient pas à ce moment-là l'augmentation du coût du pétrole brut, bien, les compagnies pétrolières ils ont réduit leur production puis ils ont choisi de vendre à des pays étrangers qui, eux, n'étaient pas régulés au niveau du prix maximum. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a baissé l'offre du carburant disponible aux États-Unis. Et de l'autre côté, du fait que le prix de l'essence était maintenu
artificiellement bas, ben, la demande est restée aussi élevée, là. Donc, ultimement, ça a fait en sorte que il y avait des files d'attente interminables pour aller stinker dans une station-service parce que ben, il devait rationner le carburant et à ce moment-là, les consommateurs avaient droit à une quantité limitée d'essence. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas parce que le prix est défini par l'offre et la demande. Donc, si toi, tu arrives et tu viens contrôler le prix, nécessairement, ça va avoir des répercussions sur la demande et l'offre. Et c'est ça, le déséquilibre qui ne fonctionne pas. Ça va créer, comme dans ce cas-ci, donc des pénuries et du rationnement du côté de la population. Et c'est le même principe quand ça a été fait ailleurs dans d'autres pays. Si on peut penser à l'Union soviétique, on peut penser au Chili, au Venezuela. Puis bien avant ça, en fait, 300 ans après Jésus-Christ, il y a un empereur romain qui avait justement créé une loi qui fixait des prix maximums pour des biens de consommation de base, justement pour contrôler l'inflation. On voit que l'inflation, c'est pas un problème d'hier non plus. Et devinez quoi? Même à cette époque-là, l'époque de Rome, ben, ça n'avait pas fonctionné. Donc, c'est pas compliqué. À chaque fois que les prix sont strictement contrôlés par l'État, ben, ça conduit à des inefficacités économiques, des pénuries et également à l'apparition de marchés noirs où à ce moment-là, on va vendre les biens de façon illégale, c'est-à-dire on ne va pas respecter les limitations au niveau du prix. Et la raison derrière ça, c'est que les prix qui sont fixés par le gouvernement, ils ne sont pas alignés sur l'offre et la demande réelle. La seule manière de faire ça, c'est avec le libre marché, parce que sinon, les prix ils se retrouvent inférieurs au prix qu'ils devraient être, et ça amène un déséquilibre, ce qui fait en sorte que les producteurs n'ont pas d'incitatif à produire davantage au moment où il y a plus d'acheteurs qui veulent en acheter. Bref, c'est un peu mon opinion par rapport aux politiques de contrôle de prix. Les gens ont essayé de faire ça plusieurs fois dans l'histoire. C'est quelque chose que sur papier, on dirait que c'est une bonne chose pour les consommateurs. Dans les faits, ça ne fonctionne pas. T'sais, la solution pour moi, c'est pas d'essayer de plafonner les prix. T'sais, la vraie manière de réduire les prix, ben, c'est de mettre en place un environnement économique qui favorise la production pour augmenter l'offre sur le marché. Parce que si tu augmentes l'offre, nécessairement, les prix vont baisser. Et l'autre chose qui est vraiment à la racine du problème de l'augmentation des prix, ben, il faudrait que le gouvernement arrête d'imprimer des trillions de dollars qui servent ultimement à financer les dépenses du gouvernement. Parce que je vous rappelle que l'inflation, c'est pas les compagnies qui créent ça. L'inflation, c'est la répercussion d'un excès de création monétaire qui fait en sorte que il y a beaucoup plus d'argent en circulation et à ce moment-là, ben, ça dévalorise la valeur de la monnaie. Et à ce moment-là, la hausse généralisée du prix des biens et des services qu'on consomme, c'est juste la conséquence de la dévalorisation de l'argent. Et encore une fois, mon opinion là-dessus, c'est que le gouvernement devrait plutôt tenter de contrôler son budget et son endettement de façon à limiter le déficit puis arrêter de se financer avec de la dette qui grossit la dette publique. Et ultimement, en faisant ça, ben, ils vont arrêter d'imprimer de l'argent, ce qui va permettre aux travailleurs moyens de conserver son pouvoir d'achat, du fait que son argent va perdre moins de valeur au fil du temps. Et cette méthode-là de contrôle des finances publiques a beaucoup plus de chances de fonctionner que d'essayer de réglementer les prix de ce qu'on consomme. Et pour le deuxième segment de l'épisode, je veux vous parler du rêve de devenir propriétaire au Canada et de l'abordabilité du marché immobilier canadien. Donc, premièrement, le gouvernement dit qu'il veut rendre l'achat d'une maison plus abordable pour les premiers acheteurs, et c'est c'est une mission qui paraît noble, mais pour ce faire, il faut que le prix des maisons baisse. C'est comme ça qu'on rend quelque chose de plus abordable. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment que la valeur des propriétés diminue de façon considérable? Ça, je ne suis pas convaincu que c'est vraiment ça que la majorité du monde veulent. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il y a 66%
des Canadiens qui sont propriétaires de leur maison. Donc ça, c'est 2 personnes sur 3 à l'échelle du pays. Donc pensez-vous vraiment que ce serait un bon move pour le gouvernement du Canada d'annoncer des mesures qui feraient en sorte de réduire la valeur d'un actif que le 2/3 des Canadiens détiennent? Et ça, c'est une problématique importante parce que le gouvernement il est un peu pogné par rapport à la hausse du prix des maisons parce que il y a un certain conflit d'intérêts entre ceux qui détiennent déjà une propriété versus les premiers acheteurs qui veulent devenir propriétaires. Et quand on dit qu'on veut rendre les maisons plus abordables, ça veut dire qu'acheter une maison devrait coûter moins cher. Donc, encore une fois, ça signifie qu'il faudrait que le prix des propriétés baisse de façon globale. Et comme je vous dis, ça ferait en sorte que 66% des Canadiens verraient une dépréciation de leur actif. Il faut comprendre que les Canadiens, monsieur, madame, tout le monde, considèrent que l'achat d'une maison, c'est une forme d'investissement. Et ça découle du fait que depuis environ 30 ans, le prix des propriétés au Canada, ça fait juste monter. Donc à ce moment-là, on est tellement habitué de voir la valeur des maisons augmenter que d'acheter une maison, ça donne l'impression que c'est une stratégie infaillible pour faire croître sa valeur nette. D'ailleurs, si on regarde depuis les 3 dernières années, on voit de plus en plus d'investisseurs sur le marché immobilier. Si on regarde les données de la Banque du Canada, de 2014 à 2021, c'était 50% des achats de maisons qui étaient faits par des premiers acheteurs. Il y avait 31% par ceux qui vendaient leur maison pour en acheter une autre. Et il y avait un petit 19% qui étaient les investisseurs. Maintenant, si on regarde plus récemment, en 2022, 28% des achats de maisons ont été faits par des investisseurs et au premier trimestre de 2023, on était rendu à 30%. Autrement dit, il y a de moins en moins de premiers acheteurs qui achètent, tandis que de l'autre côté, les investisseurs ils prennent de plus en plus de place dans l'immobilier canadien. Et encore une fois, la raison est simple. Au Canada, acheter une maison, c'est considéré comme une manière peu risquée de faire de l'argent. Avec la croissance des prix des dernières décennies, stimulée entre autres par les taux d'intérêt très bas, l'immobilier c'est devenu synonyme de création de richesse. Juste à regarder au Québec, tout le monde est rendu investisseur en immobilier. Tu sais, ça parle de nombre de portes, de stratégies de refinancement, etc. Et les grands noms de l'immobilier sont rendus quasiment idolâtrés comme étant des génies du monde des affaires. Tu sais, ça remplit des salles complètes avec des conférences sur l'immobilier. Et encore là, je veux pas dénigrer aucune de ces personnes-là. Au contraire, ce sont quand même de vrais investisseurs. Ils ont pris des risques. Ils ont permis en même temps à des gens de se loger. Puis ils méritent à ce moment-là chaque dollar qu'ils ont ramassé. C'est juste que pour un nouvel investisseur en immobilier en 2024, mais la réalité n'est pas la même. Là. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence au niveau de l'environnement économique, au niveau du revenu moyen versus la valeur des propriétés. Et ça fait en sorte que, comme je vous dis, la réalité n'est pas la même que pour ceux qui sont nés dans les années 1970 et qui ont embarqué dans cet univers-là relativement jeune. Mais bref, le rêve de devenir propriétaire, ça bénéficie à beaucoup de monde, que ce soit les institutions bancaires, l'industrie de la construction, les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers, etc. Et en même temps, le gouvernement il alimente ça indirectement en mettant en place des systèmes pour tenter de faciliter l'achat d'une première maison. On peut penser à l'assurance de la SCHL qui permet en fait aux acheteurs de mettre une mise de fonds de seulement 5%. On peut également penser au CELIAP ou au régime d'accession à la propriété, là, c'est-à-dire le RAP avec le REER. Et plus récemment, il y a le gouvernement fédéral qui annonce qu'il va permettre aux premiers acheteurs de mettre leur prêt hypothécaire sur un amortissement de 30 ans dans le cas où ils achètent une maison neuve. Et théoriquement, toutes ces affaires-là, c'est dans le but de rendre l'achat d'une première maison plus abordable. Par contre, dans la réalité,
ça fait l'effet inverse, dans le sens qu'en offrant des outils ou des mécaniques pour faciliter l'accessibilité à la propriété, ça augmente la demande parce que ça fait en sorte que il y a plus d'acheteurs potentiels et conséquemment, ça met une pression haussière sur le prix des propriétés. D'ailleurs, avec l'annonce du gouvernement fédéral, avec la possibilité d'avoir une période d'amortissement sur 30 ans en achetant une propriété nouvellement construite, je m'attends à ce qu'on voit une hausse des prix dans le marché des maisons neuves, justement du fait que beaucoup de nouveaux acheteurs vont se pitcher là-dessus et vont venir en fait compétitionner l'un avec l'autre pour acheter ce type de maison-là, même si dans les faits, oui, l'amortissement de 30 ans, ça fait en sorte que les versements hypothécaires sont moins élevés que sur une période de 25 ans, mais il ne faut pas oublier que la portion des intérêts payés, ça va être astronomique, c'est-à-dire que juste pour vous donner un exemple, pour une maison de 500 000 avec une mise de fonds de 5%, donc on parle d'une hypothèque de 475 000, avec un taux d'intérêt moyen de 4,5%, une maison de 500 000 va t'avoir coûté 907 000. Donc autrement dit, c'est 407 000 juste en intérêt. Bref, mon point avec tout ça, c'est que le gouvernement ne peut pas vraiment rendre les maisons plus abordables en implantant des programmes qui augmentent artificiellement le pouvoir d'achat des premiers acheteurs parce que tout ce que ça fait, c'est que ça vient booster la demande et on se retrouve à ce moment-là encore coincé avec le prix qui va s'ajuster en fonction de l'offre et de la demande. Donc on pourrait penser que la solution se trouve du côté de l'offre, c'est-à-dire d'augmenter la construction de nouveaux bâtiments ou de diminuer la demande en réduisant, par exemple, l'immigration. Pour ma part, encore une fois, je pense que c'est davantage lié à la dévalorisation de la monnaie, c'est-à-dire l'inflation, qui a fait en fait déprécier le pouvoir d'achat des ménages, donc des ménages qui dépendent de leur salaire, et à l'opposé, ça a fait grimper la valeur de tous les actifs, c'est-à-dire que ça prend plus de dollars pour acheter le même actif. Donc, à ce moment-là, l'écart se creuse entre ceux qui ont des actifs versus ceux qui ont uniquement un salaire comme source de revenus et que l'augmentation de leurs revenus n'est pas corrélée directement avec l'augmentation du coût de la vie. Et bref, ça rend les maisons par le fait même moins abordables du fait qu'une propriété, c'est un actif. Mais disons même qu'on mettrait le doigt sur la vraie solution pour que les propriétés deviennent réellement plus abordables pour les premiers acheteurs. Ça signifie quand même que, quelque part dans le temps, il faudrait que la valeur globale des maisons diminue. Donc, dans tous les cas, si on arriverait à cette fameuse solution-là, il y aurait le 2/3 des Canadiens qui sont propriétaires qui ne seraient pas nécessairement super excités à l'idée de continuer de rembourser leur prêt hypothécaire sur une maison qui, elle, perd de la valeur. Et c'est pas juste ça, c'est aussi l'idée d'entretenir un actif qui, lui, se déprécie. Et c'est pas juste ça, parce que dites-vous que si demain matin, on annonce qu'on prévoit que le prix des propriétés vont diminuer de 10, 15, 20% au cours des prochaines années, je suis convaincu que tout d'un coup, il y a bien du monde ils vont devenir moins intéressés à acheter une maison parce que depuis des années, quand quelqu'un devient propriétaire, il y a tout le temps une portion de sa décision qui est rationalisée par le fait en fait que l'immobilier, c'est une valeur sûre parce que, comme je vous dis, ça fait à peu près 30 ans que ça fait juste monter, mais de la minute qu'il y a une tendance qui est un peu inverse, c'est-à-dire que c'est possible tout d'un coup que la maison que tu achètes, elle vaut moins l'année d'après, il y a bien du monde que aujourd'hui, ils veulent acheter. C'est des premiers acheteurs qui veulent acheter une maison, mais ils seraient peut-être moins enclins à faire le move s'ils pensent que justement l'année d'après, c'est pas impossible que la maison qu'ils achètent vale 30, 40 000 de moins. Donc, c'est un autre élément à considérer quand on parle d'une solution pour rendre les maisons plus abordables pour les premiers acheteurs. Parce qu'au-delà de tout ça, oui, il y a une question de déséquilibre du côté de la demande versus l'offre. Il y a l'immigration qui a eu son rôle là-dedans également. Mais il y a aussi l'idée que quand quelqu'un achète, il y a tout le temps l'aspect spéculation, c'est-à-dire
l'idée préconçue que sa maison va prendre de la valeur au fil du temps. Et ces attentes-là par rapport à l'appréciation du prix au fil du temps, ben c'est un autre élément qui pousse encore plus de monde à devenir acheteur. Comme je vous dis, ce qu'on voit présentement, c'est de plus en plus d'investisseurs sur le marché immobilier parce que acheter une maison, je vous le répète, c'est vu comme étant une façon sécure de faire de l'argent. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez trouvé les deux sujets d'aujourd'hui pertinents. Je sais que, comme je vous dis, mon opinion est un peu biaisée par rapport à l'intervention du gouvernement. Je ne suis pas quelqu'un qui croit que l'État va être en mesure de régler les problématiques. Moi, je penche davantage vers le libre marché, donc tout ce qui est question des concepts de microéconomie, l'offre et la demande, puis que le marché est capable de s'auto-réguler. Je vous dis pas que ça prend aucune réglementation nulle part pour éviter justement des problématiques. Par contre, plus souvent qu'autrement, les fameuses mesures gouvernementales, ça va faire l'effet inverse que ce qu'ils voulaient faire. En voulant aider des gens, finalement, tu rends la situation encore pire. Mais ça reste mon opinion personnelle. Vous pouvez avoir votre propre avis là-dessus. Par contre, si vous aimez le podcast, si vous trouvez les sujets intéressants, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire, un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.